décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. À l'occasion de la fin de l'année 2025, le président Tebboune a adressé hier un discours à la nation face aux deux chambres du Parlement. Alors, premier constat, le président est resté lui-même, debout, tombou, droit sur ses skis plutôt, à slalomer sans nuance entre des montagnes de criardes évidences pourtant, à se démentir lui-même et à crier au loup face à une assistance de loup. L'assistance des députés et les sénateurs, frétillant de zèle à qui serait pris par la caméra en train de faire la claque, ont vraiment battu le record algérien de l'applaudimètre. Dans ce pays des miracles, comme n'a pas oublié de le rappeler Monsieur le Président. La presse algérienne non plus n'a pas failli à son vibrant enthousiasme pour l'idole des foules, pour cet homme providentiel qui parle d'or, qui a rehaussé la réputation du pays, qui nous a fabriqué l'Algérie nouvelle durant le premier mandat et qui s'apprête à nous livrer en kit l'Algérie victorieuse pour son second mandat. La presse s'est donc surpassée. Paraît que la concurrence est rude. C'est à qui trouvera le moyen de se glisser parmi les premiers. La société non plus, les Algériens et les Algériennes, n'ont pas failli à leurs attitudes. Contrairement aux ailes frétillants des députés et des sénateurs, des partis politiques, la société algérienne a continué à vaquer à son problématique quotidien, au mieux à regarder son feuilleton turc ou faire sa partie de 10 minutes. Monsieur le Président n'a pas failli à son remarquable talent de nous pondre des œufs carrés, à donner libre cours à sa fantasmagorique imagination, à répandre des fumigènes verts, blancs, rouges sur son auditoire national, à pointer de son téméraire index les ennemis de la nation, tout cela qui jalouse l'Algérie nouvelle et l'Algérie victorieuse, qui cherche à l'isoler, à la punir pour s'être si hautement distinguée parmi les nations. Sinon, à le croire, tout va très bien, Madame la Marquise. La situation est paradisiaque, miraculeuse. Le pays a réalisé des choses que nulle autre nation n'a pu réaliser. Les perspectives sont très prometteuses, surtout depuis que lui, cet homme providentiel, est à sa tête. فقوس إسبانيا والدنيا هانية والجاجي كح. Discours à la nation, postillon, bobard et méli-mélo, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi sur le plateau Azwa Ouchamarouk, militant politique. Azwa, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamaldine, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement, bonsoir à vos invités et bonsoir à toute l'équipe technique qui est derrière vous et merci pour l'invitation Jamaldine. Merci beaucoup.
Et avec nous, depuis Marseille, en visio, Rafiq Bouhlel, économiste, militant politique. Merci d'être avec nous, Rafiq Bouhlel. C'est un plaisir. Bonsoir, Sidi Jamel, merci pour l'invitation. Bonsoir, Sidi Ezouel. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, ainsi qu'à la régie. Et je vous remercie pour l'invitation pour la dernière de l'année 2020. Merci. Alors, Rafiq Bouhlel, comme ça, à chaud, qu'est-ce que vous pensez de ce discours à la nation et de tout ce qui l'accompagne, hein, les réactions de la société civile, du parterre, de cette sorte de congrès du Parlement, députés et sénateurs, de l'enthousiasme quasi général de la presse. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'abord sur l'accueil qu'aura réservé la société algérienne à cette sortie, cette énième sortie? Honnêtement, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, tout va bien, Madame la Marquise, circuler, il n'y a rien à voir. Honnêtement, c'est un discours insultant envers le peuple algérien, c'était un discours méprisant envers le peuple algérien, et je dois avouer quelque chose, oui, Abdelmajid Tebboune a un talent, a une compétence, celle de mentir encore et toujours, car quand j'ai entendu et j'ai décortiqué son discours, je suis convaincu que c'est un discours, il ne parlait pas de l'Algérie, c'est une personne qui parle d'un autre pays que je ne connais pas, des réalisations fictives que je ne connais pas, et honnêtement, comme d'habitude, avec un parterre de parlementaires, députés, etc., qui applaudissent à des déclarations plus farfelues les unes que les autres, et une presse qui fait la course à celui qui brosse le mieux sans aucune interrogation, sans aucune contradiction, comme à son habitude. Et honnêtement, s'il y avait un pinocchiomètre, si je puis dire, pour ce discours, Abdelmajid Tebboune aurait un nez qui mesurerait aujourd'hui au moins 100 km, vu le nombre de mensonges qu'il a débité pendant son discours. Et je précise que le discours n'a pas été retransmis en direct parce qu'on sait que Abdelmajid Tebboune, lors de ses discours, il ne maîtrise pas ses émotions. Il se permet parfois d'utiliser des mots indécents, insultants, comme il l'a utilisé dans son passé. Et honnêtement, c'est une catastrophe à tous les niveaux qu'on va décortiquer surtout sur les chiffres qu'il a annoncés en matière de réalisation économique, sociale, qui sont tous qu'on peut prouver le contraire à travers notre débat. Et encore une fois, c'est vraiment insultant et méprisant pour le peuple algérien. Comment expliquez-vous l'absence de son frère siamois, si je peux dire, monsieur le général de corps d'armée, monsieur Chengueriha, chef d'état-major, vice-ministre de la Défense, etc. Alors, c'est une absence qui a été très remarquée, très peu commentée par la presse algérienne parce qu'on sait très bien qu'elle est muselée. Il y a plusieurs hypothèses. Une première hypothèse qu'il est malade, parce qu'il a 80 ans. L'hypothèse qu'il soit malade, elle a été un peu contredite vu qu'il y a 5 jours à peine, il était présent à l'ambassade de la Libye en Algérie suite au décès du général libyen sur son chemin du retour de Turquie. Donc, il était en bonne santé. Et en général, aussi, surtout que Saïd Chengueriha ne rate pas une seule occasion de se montrer devant les caméras et pour dire que le duo Saïd Chengueriha Abdelmajid est toujours là. Honnêtement, à part le fait qu'il soit éventuellement en voyage à l'étranger pour profiter des fêtes de fin d'année, peut-être en France, à Paris, où il dispose d'appartements dans les quartiers chics,
Honnêtement, je ne vois pas autre raison de l'absence de Saïd Chenghriha, qui est un amoureux des caméras et qui aime se montrer surtout à toutes les occasions pour dire, comme le dit si bien le proverbe, Aïcha ou Bendo. Aïcha, c'est Abdelmajid Tebboune, ou Bendo, c'est Saïd Chenghriha. Azouab, même question. Alors, sur le discours, sur le discours et sur l'absence de Chenghriha, dont beaucoup de gens sont en train de dire, c'est parce qu'ils en ont trop fait que tout le monde parle de cette armée qui se montre trop aux côtés de Tebboune et qui lui aurait fait de l'ombre alors qu'ils auraient peut-être décidé d'être moins visibles. Moins visible. Moi, je ne pense pas d'ailleurs. Je ne pense pas parce que, depuis 2019, d'ailleurs, Chenghriha, depuis 2020, je veux dire, a toujours fait en sorte à ce qu'il soit à côté de Tebboune, dans toutes les sorties de Tebboune. Et puis, il a fait beaucoup plus que ça. Il s'est imposé, notamment après 2024, comme politique, voilà, comme poste politique, parce qu'avant, il n'était qu'un poste opérationnel, donc un chef d'état-major qui était un poste opérationnel. Donc, je pense qu'à partir de 2024, une des clauses qui a été discutée entre Tebboune et Chenghriha, c'est-à-dire j'augmente les chiffres de la participation et en 2024, d'ailleurs, ce qui s'est passé lors de la semaine des déclarations de Shorfi, les déclarations de la Cour constitutionnelle, il y avait quand même, ils ont trouvé 5 à 6 millions de votants de plus. Ils ont trouvé un autre peuple on ne sait pas. Et justement, ce qui a été négocié, c'est que Chenghriha puisse intégrer le gouvernement, parce qu'il ne restait que ça, en fait. Il ne restait que le gouvernement à Chenghriha. Et donc, ce qu'ils ont décidé, c'est que Chenghriha accède au gouvernement comme vice-ministre. Donc, je ne pense pas que ce soit une volonté d'invisibiliser un peu Chenghriha. Je pense que peut-être... Alors, là où je ne suis pas d'accord avec notre ami Rafiq, et je le salue au passage, c'est que par rapport à la visite à Paris, je ne pense pas, parce que je pense que Chenghriha, il est interdit de séjourner à Paris. Hein. Il est parmi la liste, il est dans la liste des persona non grata, je pense. Hein. Il pourrait essuyer une humiliation, donc il ne se risquerait pas, selon Je pense, oui. Donc, après, pour être honnête, je ne connais pas les dessous de cette absence. Peut-être il est malade, ou peut-être il y a une forme de volonté. Peut-être que Chenghriha ne veut pas, de lui-même, de son plein gré, ne veut pas assister parce que, on va parler sur la forme et sur les motivations de ce discours. Peut-être c'est juste pour que Tebboune se donne une certaine légitimité et essaie de racheter un certain capital sympathie au niveau de la population, au niveau de la classe politique. Et ça en déplaît trop à la classe militaire, parce qu'ils ne veulent pas refaire la même erreur que celle qu'ils ont faite avec Bouteflika. C'est-à-dire qu'ils ont laissé Bouteflika acquérir un capital sympathie au niveau de la population. Donc il s'est donné une certaine légitimité pour mettre de la zizanie entre les généraux et affaiblir les militaires. Donc voilà, donc ce que je peux dire sur l'absence de Chenghriha. Après, sur le discours, on disait tout à l'heure dans les coulisses, et vous l'avez dit dans votre introduction, c'est que pour moi c'est une succession de bêtises et d'ovations. Vous savez, ils ont même la présence, je vous parle de la présence qui était là-bas, ils ont même ovationné. Il a dit un mot il parlait de l'eau, le dessalement de l'eau de mer. Et il a dit, il parle je pense du bchar ou un truc comme ça. Il a dit, il pouvait pas faire l'atay mahish mliha avec l'eau de mer. Ils ont pu quand même ovationner cette bêtise, pour vous dire à quel point, donc c'est une succession, si on compte le nombre de fois ils ont ovationné. Il aurait toussé ou il aurait roté, incroyable. Ils auraient applaudi. Digne d'un système dictatorial et totalitaire tel que la Corée du Nord, donc on ovationne tout. Donc c'est une succession de bêtises. C'est à l'accoutumée de Tebboune. Donc je disais aussi ce qui un peu cristallise, ou ce qui confirme un peu que Tebboune c'est un président par accident. Parce que si c'était un président qui était élu par le peuple, il ne serait pas élu. Voilà, il ne serait pas élu, rien que pour ses bêtises, pour ses approximations dans les chiffres, dans les objectifs. Il a été contradictoire, des paradoxes, parfois dans une même phrase. Oui.
Il a parlé, on parlera après par exemple sur la Tunisie, on parlera après sur la diplomatie, pour vous dire, c'est qu'il a dit Lims la Tunisie, Lims Tunis, Yimsna. Donc ça c'est trivial, donc d'une manière triviale, mais d'une manière... Mais dans la même phrase, il a dit on ne va pas intervenir militairement en Tunisie. Ça veut dire quoi? Quand tu dis Lims Tunis, Yimsna, celui qui touche Tunis, ça veut dire quoi? Évidemment. Donc pour vous dire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... mais c'est à l'accoutumée de Tebboune. Je pense que l'objectif, c'est un peu, je disais, c'est que de se donner une certaine légitimité et de se préparer l'ouverture des mandats. Donc il nous a fait à peu près un signe la dernière fois, même si c'est technique. C'est vrai que la révision technique, il ne touche pas au mandat, mais je pense qu'il va préparer les opinions par rapport à un troisième, voire un quatrième. Il est très optimiste. Hein. S'il pense arriver à la fin du deuxième mandat et oser un troisième mandat, c'est que vraiment... Alors, s'il n'y a pas de force qui l'empêche ou qui l'empêcherait, il ira. Il a tellement alourdi son bilan. Lui, Chengueliha, ils ont tellement alourdi leur bilan que la seule chose qui leur reste, c'est de rester, de mourir au pouvoir. Pour ne pas avoir à rendre le compte. Ah oui, parce que c'est la prison c'est vrai que dans les coutumes, les usages de l'Algérie, c'est qu'on n'emprisonne pas les présidents. Mais je pense que lui, il va quand même casser cette coutume. Hein. Donc, pour vous dire à quel point il est arrivé à emprisonner ses propres collaborateurs. C'est plus proche. Vous savez, c'est supérieur. Ceux à qui il passait la brosse de façon visible, ouvertement, devant tout le monde. Exactement. Un Saïd Bouteflika, par exemple. Ah oui. Alors, je vous parle après 2019. Alors là, la revanche qu'il a et la rancune qu'il a contre Saïd Bouteflika et toute la compagnie, ça, on n'en parle pas. Mais je vous parle... Au point où vous m'avez dit qu'il ne cite même pas le nom de Bouteflika. Il ne peut pas le citer, exactement. Ouais. Voilà, exactement. C'est une c'est une haine recuite. Incroyable. D'une ingratitude incroyable, alors que c'est Bouteflika qui l'a fait. Exactement. C'est que c'est Bouteflika qui l'a fait. Moi, je vous parlais de comment l'Arbaoui, il est en STN, donc il a été limogé il y a quelque temps, il est en STN. On parle de Nasr al-Jinn, qui était, il lui a dit, c'est Nasr Oujdarouha, qui était quand même l'homme de main, surtout pour les élections de 2024. On a vu le sort qui lui a été réservé. Donc, il a tellement alourdi son bilan que le troisième mandat, je pense, il se prépare pour un troisième, voire quatrième, de toute façon pour une ouverture de mandat. Et j'ai vu aussi dans la forme, il a essayé de se référer à Boumediene, de se donner l'allure ou la stature qu'il n'a pas, c'est-à-dire celle de Boumediene, même s'il a ses défauts Boumediene, ça c'est un autre sujet, mais il n'a pas la stature de Boumediene. Il n'a pas l'intelligence de Bouteflika, qu'il le veuille ou pas, il n'a pas l'intelligence de Bouteflika. J'ai vu qu'il s'est rabissé... à des TikTokers ou à des pages Facebook. Et c'est pour ça qu'il n'incarne pas, là. Il est inconscient de ce qu'il incarne, enfin, de ce qu'il n'incarne pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque moment, vous avez parlé dans l'introduction, des moments, à chaque fois, il sort du discours pour parler l'haïn, le hasad, au fait, il se rabaisse aux pages Facebook et aux TikTok. C'est pour vous dire que, en fait, pour lui, ce qui est important, c'est comme on le voit, c'est-à-dire dans ses pages Facebook, ils n'ont pas, c'est-à-dire il n'incarne pas la fonction d'un chef d'État. Il n'a pas de hauteur. Ça, la prison est pleine de gens qui ont posté un commentaire sur Facebook. Ah, exactement. Ou sur YouTube. Non, mais vous avez entièrement raison. Il a tellement dit de bêtises qu'on peut pas les énumérer. Mais on va y arriver. Alors, j'aimerais signaler tout de suite, je vais vous prendre un peu de temps, puis je vous laisserai discuter entre vous, qu'il y a eu 2 rapports très importants au sujet de l'économie algérienne pour ce qui est la banque mondiale d'un point économique, réponse aux défis climatiques et soutien au développement durable automne 2025, et pour ce qui est de l'ONS, l'Office national des statistiques, une enquête sur les perspectives dans l'industrie au 2e trimestre 2025, qui est consultable sur le net. Une enquête, il faut le dire, honnête et chiffrée,
mais qui est restée très prudente, et c'est tout à fait compréhensible hein, quand on connaît les réactions du régime algérien, pour ce qui est de ce registre. Et donc, mais il y a une... je pensais vous l'avoir envoyé, mais je ne sais pas si vous l'avez reçu. Alors, je vais vous lire juste quelques passages de cette lecture critique du rapport de l'ONS. Le constat des mots profonds et surtout pas conjoncturels. Je m'abstiens de tout vous dire, mais vous pouvez le consulter aussi. Le premier symptôme, des chaînes d'approvisionnement chroniquement perturbées. Impact des ruptures de stock. Plus de 6% dans l'ensemble des entreprises ont subi des ruptures. 29 jours pour 25% des entreprises publiques affectées. 29 jours en un trimestre. Et 22 jours pour 22% des entreprises privées affectées. Le deuxième symptôme, un appareil productif vieillissant et en panne. Près de 30% des entreprises publiques subissent des pannes. La majorité des entreprises privées rapportent le même problème. Et je m'abstiens de vous donner des chiffres, parce que sinon on n'en finirait pas. Le troisième symptôme, le paradoxe d'un marché de travail en décalage. Plus de 22% des entreprises privées, plus de 18% des entreprises publiques, profil recherché cadre, ouvrier, qualifié, agent de maîtrise qui ne trouvent pas sur le marché du travail. La plupart des entreprises publiques comme privées déclarent ne pas pouvoir augmenter leur production, même en cas de recrutement de personnel supplémentaire. Le quatrième symptôme, une double pression énergétique et financière. 13% des entreprises des deux secteurs ont subi des coupures de courant. Trésorerie jugée relativement bonne. Facteurs de pression, délai de recouvrement, coûts d'exploitation élevés, charges de crédit. Seulement 7% des entreprises ont eu recours au crédit bancaire, etc. Alors, l'avis d'ensemble, stress sectoriel, panne d'équipement dans les mines et carrières, plus de 50%. Mécanique et électrique, rupture d'approvisionnement, plus de 7%. Panne d'équipement, plus de 35%. Difficulté de recrutement, plus de 32%. Pression financière, plus de 31%. Matériaux de construction, panne d'équipement, plus de 65%. Chimie, rupture d'approvisionnement, 28%. Difficulté de recrutement, 18%. Agroalimentaire, rupture d'appro, 44%. Panne d'équipement, 33%, etc., etc. C'est quasiment presque toutes les entreprises. Le cœur du problème, nous dit cette lecture critique du rapport de l'Office national des statistiques, la vétusté des équipements a entraîné des pannes fréquentes et des arrêts de production, qui ont entraîné par conséquent une baisse de la productivité et des hausses de prix, qui a donc provoqué une pression sur la trésorerie et ensuite une incapacité à investir dans la modernisation et ainsi de suite, en une chaîne qui se répète à l'infini. Je n'en dis pas plus parce qu'il y a tellement d'autres remarques très, très, très intéressantes. Le pronostic final de cette lecture est qu'il y a une vraie nécessité d'une réforme structurelle profonde. Les défis mis en évidence ne peuvent être résolus par des mesures conjoncturelles ou un discours optimiste. Ils exigent, ces défis, une refonte structurelle du modèle de développement industriel, plaçant la productivité, la modernisation technologique et la gouvernance économique au cœur de la stratégie. Je vous ai lu un peu tout ça, je sais que c'est assez ennuyeux, mais pour vous dire que ce qu'a dit M. Tebboune est aux antipodes de ce que pensent les experts et les observateurs sérieux de l'économie
en Algérie. Rafiq Bouhlel, qu'est-ce que vous pourriez nous dire et quelles sont vos remarques personnelles sur ces affirmations, déclarations de M. Tebboune qui nous dit que tout baigne dans l'huile? Donc, ma première remarque, c'est que vous venez d'énumérer toutes les raisons pour lesquelles il y a eu un décret exécutif qui va mettre l'Office national des statistiques sous la tutelle du Premier ministère. Parce que les chiffres qui sont mis au jour, à jour par ces rapports montrent la gravité de la situation et surtout les mensonges de Abdelmajid Tebboune. Donc, on va aller point par point concernant l'industrie. Abdelmajid Tebboune, dans son discours, il a menti ouvertement à la nation, où il a annoncé que le secteur industriel a augmenté, a été relevé de près de 10%. 10% en valeur du PIB, du produit intérieur brut, ce qui est quelque chose d'énorme en matière d'industrie, mais sur la réalité, comme le rapport de l'ONS le montre, on a une pénurie de pièces de rechange, on a une pénurie de SAV, on a une pénurie d'équipements, on a une pénurie de pneumatiques, on a une pénurie de voitures, on a une pénurie d'autobus qui engendre des drames. On a les pénuries de pièces de rechange et d'équipements engendrent des pannes à répétition de l'outil productif des entreprises. Et une entreprise, que nos chers téléspectateurs comprennent, quand une entreprise ne produit pas, elle ne vend pas. Et quand elle ne vend pas, elle n'a pas de rentrée. Une entreprise, elle n'a pas de budget. Une entreprise à caractère commercial, elle doit vendre, elle doit réaliser un chiffre d'affaires. Ça veut dire quand une entreprise est bloquée par l'outil de production qui est en panne, ses salariés se retrouvent à ne pas travailler, à ne pas produire, mais en même temps à payer ce qui va produire. C'est automatiquement une pression sur la trésorerie, car le chef d'entreprise ou le responsable d'entreprise, à la fin du mois, doit verser ses salaires et en contrepartie, il n'y a pas de chiffre d'affaires qui est généré à travers les ventes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Abdelmajid Tebboune, dans son discours, parce que j'ai tout noté, pour être honnête avec vous, pour que je sois le plus clair avec nos téléspectateurs, et Abdelmajid Tebboune, il a déclaré que en 1962, après l'indépendance de l'Algérie, il y avait 90% d'analphabètes en Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie produit, j'utilise bien ces mots, intaj, elle produit 250 000 étudiants diplômés chaque année. Soit en 6 ans, l'Algérie a produit 1,5 million de jeunes diplômés dans toutes les filières. En contrepartie, les entreprises ont du mal à recruter les agents de maîtrise, les ouvriers qualifiés et les cadres. Ce qui prouve que la plupart, pour ne pas dire la totalité des jeunes diplômés, primo, ne trouvent pas du travail, secondo, pensent à une seule et unique chose, à savoir quitter l'Algérie. Et pour le reste, qui restent bloqués en Algérie, comme les profs, on a vu avant-hier une manifestation des doctorants et des profs disposant de magistère ont été interpellés à la capitale. Donc, pour vous dire que entre le discours et la réalité, c'est deux choses complètement différentes. On va aller toujours dans le sens de l'industrialisation et la productivité. Dans son discours, Abdelmajid Tebboune a déclaré que 80% des besoins du marché national en produits pharmaceutiques sont couverts localement. Mais il faut arrêter de mentir. 80% de quels médicaments? Du Doliprane, du Spasfan, des médicaments pour les maladies les plus courantes, alors que on voit très bien que les maladies, que ce soit les cancers, les diabètes ou autres, les médicaments ne sont pas disponibles. Il y a une pénurie très importante au niveau des pharmacies, jusqu'au collier pour les yeux et les lentilles de contact des produits parapharmaceutiques, même pas pharmaceutiques, qui sont
indisponible. Je rappelle juste que Abdelmajid Tebboune, dans ses mensonges, que depuis 1962 à 2025, la seule période où des médecins, chirurgiens, dentistes ont fait la queue pour acheter l'anesthésie dentaire, c'était en 2022, en 2023, suite à l'arrêt brutal des relations commerciales avec l'Espagne, où 80%, 90% de l'anesthésie dentaire était importée. On a vu des chirurgiens dentistes et des dentistes, des docteurs, des bac plus 7, des bac plus 10, faisant la queue pour acheter l'anesthésie dentaire. Je ne parle même pas des milliers et des milliers d'appels à la générosité à travers les réseaux sociaux pour que les Algériens de l'étranger, quand ils rentrent en Algérie, ramènent avec eux des médicaments parce que ou ils sont introuvables ou ils seront trop onéreux. Toujours en matière de décortication des mensonges de Abdelmajid Tebboune, il a déclaré avec sa propre bouche qu'il y a eu exactement 19 000 projets d'investissement pour une valeur de 8 242 milliards de dinars et qui ont généré 500 000 emplois. Quand on fait un ratio, et moi j'invite Bou'lam, vu qu'il est incompétent et que ses conseillers sont incompétents, essayez de faire un minimum avant d'annoncer des chiffres et avant d'humilier Abdelmajid Tebboune, qui est votre patron publiquement, car ses discours sont écoutés à travers le monde. 500 000 emplois divisés par 19 000 projets d'investissement, cela représente une moyenne de 26 emplois par entreprise créée. Là, on ne parle pas de projets d'investissement, mais on parle de petites entreprises ou de moyennes entreprises. Donc, où sont les investissements? Toujours dans la continuité des mensonges de Abdelmajid Tebboune. Il déclare que Raj Bilad va développer 5 fois plus ce qui est prévu. On n'a encore même pas commencé l'exploitation de Raj Bilad qu'on parle de multiplier par 5. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas audible en matière de discours économique. En économie, seules les réalisations comptent. En économie, les chiffres ne trompent pas. En économie, les chiffres ne mentent pas. Je vais aller encore plus loin. En matière agricole, dans le secteur agricole, Abdelmajid Tebboune déclare qu'il y a eu création de 15 000 entreprises agricoles, alors qu'en même temps, on a une inflation, une augmentation des prix des produits de première nécessité, où on a connu dans la gouvernance de Abdelmajid Tebboune les pénuries de pommes de terre, les pénuries d'oignons, les pénuries des fruits et des légumes, et des augmentations à 2 chiffres. Donc, ce n'est pas possible d'avoir un tel mensonge. Et en face, vous avez des statistiques qui sont publiques, et j'invite les téléspectateurs à les télécharger et à les comparer entre. Alors, je me permets de vous interrompre, Rafiq Bouhlel, parce que vous savez, les téléspectateurs, généralement, quand c'est une question de chiffres, ils décrochent un peu, donc nous allons essayer d'agir un peu au compte-gouttes, tout ce qui est chiffres. Mais je vais vous poser une question, Rafiq Bouhlel, avant de donner la parole à Zouaou. Nous allons d'abord écouter une vidéo de M. Tebboune, puis je vais vous donner quelques chiffres et vous me direz votre avis. Regardez, écoutez bien ce que dit ce monsieur. قعدنا اليوم مع آسيا كانت عندنا علاقات معهم كل مع اندونيسيا قريبه لنا بزاف، ماليزيا قريبه لنا، كلهم دول قريبه لنا. تبادل تجاره بينيه بيننا وبينهم، والانتغراسيون. ماليزيا راه جاي مستثمر من ماليزيا باش يستثمر عندنا ما يقارب 20 مليار دولار. في أي مجال سيد رئيس؟ الصناعة. Morocco est mort de rire. Moi, j'aimerais vous poser une question. D'abord, je vous donne des chiffres. Il parle d'un IDE, un investissement direct étranger, de 20 milliards en une fois.
Rien que ça. Dans un pays qui ne représente aucune sécurité, aucun cadre sérieux d'investissement, pas d'administration sérieuse, pas de rien. Il va investir 20 milliards. C'est le président de la République qui le dit. Le problème, c'est que l'Algérie avait annoncé, depuis 2022, je crois, des IDE, des estimations des IDE d'environ 43 milliards de dollars, n'est-ce pas? 43 milliards de dollars. Et c'est passé par des organismes très sérieux, la presse en est saisie, ils en ont fait. Et vous savez combien ils ont réalisé sur ces 43 milliards de dollars? 1,5 milliard de dollars. De 2022 à 2025. À la fin de 2025. Imaginez un peu. Sur 43 milliards ou 44 milliards promis, ils n'ont réalisé qu'1,5 milliard de dollars. Et ce monsieur nous dit qu'il va y avoir un seul IDE qui va être de l'ordre de 20 milliards. Alors, ensuite, il nous dit dans ce discours à la nation, à M. Tebboune, que l'Algérie est leader africain pour ce qui est de l'économie, pour ce qui est de l'agriculture, pour ce qui est de la technologie, pour ce qui est du secteur de la santé. Mais je vais vous donner un chiffre sur 3 pays seulement. 3. L'Égypte. L'Égypte, elle a réalisé 46,5 milliards de dollars en IDE. En 2024, en une année, elle a réalisé 46,5 milliards de dollars par rapport à l'Algérie, qui a réalisé en 3 ans 1,5 milliard. Le Maroc, à côté de nous, que tout le monde accuse d'être à la traîne, misérable, malheureux, rétrograde, tout ce qu'on veut, le Maroc a réalisé une hausse de 55% sur une année d'IDE. Malheureusement, je n'ai pas le chiffre. Et l'Algérie, donc, c'est moins d'1,5 milliard de dollars. Et donc, cette lecture critique de l'expertise américaine, ils disent que les déclarations d'investissement massives, 43 milliards, témoignent d'un potentiel d'attractivité certain. Ça veut dire, oui, l'Algérie est capable de réaliser un IDE de 43 milliards de dollars en une seule année, il n'y a pas de souci. Si tant est qu'il y ait un gouvernement à la hauteur et un régime, un système économique à la hauteur. La réalité des choses, c'est que les flux des capitaux, nous dit cette étude, stagnent à un niveau très faible, moins d'1,5 milliard de dollars par rapport à 43 milliards. Le diagnostic est que l'écart méthodologique masque des rigidités administratives et une forte concentration sur le secteur énergétique. Et l'enjeu, c'est qu'il faut absolument, au lieu de discours creux et de grossiers mensonges, il faut des réformes structurelles profondes pour matérialiser les intentions et combler le retard compétitif régional. Pardon de vous avoir retenu si longtemps. Rafik Bouhlel, merci de nous dire en peu de mots, s'il vous plaît, pour donner la parole à Zouaou, ce que vous pensez de tout ça. Absolument. Donc, j'allais y venir de toute façon sur l'IDE. L'IDE, c'est IDE, l'investissement direct étranger. Cela veut dire que c'est une personne morale ou une personne physique étrangère qui vient en Algérie avec son propre argent pour investir. Et pour être plus précis, l'IDE sur le dernier rapport est de 1,4 milliard de dollars. Sachant que Abdelmajid Tebboune, dans son discours devant les 2 chambres des députés, il a annoncé exactement de sa propre bouche qu'il y a en Algérie 309 investisseurs étrangers. On ne connaît pas le nom, on ne connaît pas les montants, et là, entre les montants et les noms, c'est complètement différent. Et toujours, je lance
et je profite de votre émission qui a un large écho, un avis de recherche pour cet investisseur malaisien de 20 milliards de dollars. Il est où? Qui est-il? Et c'est une honte quand un président de la République, dans ses discours, qui compare la Malaisie à l'Algérie. On est à l'antipode du développement et du sous-développement. Encore plus grave, il a fait des insultes et un manque de respect aux Algériens quand il a déclaré que Til Zarwatin et Hydra, c'est pareil. C'est une catastrophe quand il dit que les deux communes de Hydra et de Til Zarwatin, qui se trouvent à Tamanrasset, qui est à moitié algérienne, à moitié malienne, et quand on prend un avion et quand on va à Tamanrasset et plus précisément à Til Zarwatin, on ne fait pas un voyage de 2000 km, mais on fait un voyage dont le temps, c'est retour pas vers le futur, mais un retour vers le passé, où on a l'impression d'être au XIVe siècle, vu qu'il n'y a absolument rien, c'est une région désertique, et qu'il ose la comparer à Hydra. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit au départ que c'est un discours humiliant et insultant aux Algériens, d'autant plus qu'il dit qu'en matière de productivité et d'exportation, on est encore mieux, alors que le même rapport de la Banque mondiale précise que l'Algérie a perdu 10 milliards sur le premier semestre 2027 en matière d'exportation d'hydrocarbures. Première des choses, la baisse des prix. Deuxième des choses, l'outil productif qui on produit moins, on consomme plus, on exporte moins. Donc, c'est mathématique, on a moins de rentrées, sans parler de la balance commerciale qui est déficitaire, sans parler de la masse monétaire et sur le marché informel qui est de 90 milliards selon Abdelmajid Tebboune, qui représente le tiers du PIB. C'est une catastrophe de A à Z et n'importe quelle personne qui est censée ne peut pas croire à tous ces mensonges alors que les propres rapports, que ce soit nationaux ou internationaux, démontrent toutes les déclarations de Abdelmajid Tebboune. Merci. Alors nous allons écouter M. Tebboune, encore une fois, nous parler du pouvoir d'achat. بالنسبة للسكن لأن في بعض الأحيان ناس فلاسفة يقول لك الحد الأدنى الأجور تاعنا ما يديرش 160 أورو ولا ما شحال. حنا الحد الأدنى للأجور الكرا تاع السكن تاعك عند لو بي جي ما يفوتش 300,000 سنتيم. الخبز تاعك ما يفوتش 8 دنانير يقولوا 10 حاليا. تعليم مجاني ماكش متكلف به. التعليم العالي نفس الشيء. الكهرباء مدعمة. الكهرباء اللي أنا نخلصها احنا اليوم تساوي 25% سعر الكهرباء في دول أوروبا. الماء أنتم تعرفوا باللي المياه اللي نشربوها تحلية المياه كل متر مكعب يتقام للدولة $1.50 أمريكي. في التوزيع نتاعو ما نخلصوش 25 سنتيم تاع دولار لكل واحد مدعم إلى آخره إلى آخره. هذه كلها تصب في القدرة الشرائية. ولكن باش أنا من خلال المنحة وهذه يعني نطمعك ولا نكذب عليك نقول لك باش تصبح غني، لا، أنا نعطيك الحد الأدنى اللي يصون كرامتك وعليك أنت تفضل. نهار اللي توجد ما أحسن تفضل، الله يسهل عليك. وراني نعاقب الناس اللي يمسوا لك في القوت اليومي تاعك. Franchement, le président de la République qui ne connaît pas le prix de la baguette, qui nous dit oui, dinars ou 10. 8 ou 10. Ou peut-être même il a été repris par quelqu'un qui a dû lui dire ça. Parce qu'au début, il a dit 8 dinars, 8 دنانير. بعد دار هكا شاف كاش ما واحد دار له هكا قال والله 10. Et qui nous dit non, le pouvoir d'achat des Algériens, il donne bon sang.
En plus, C'est incroyable, ça. c'est en différé. Hein. Ils auraient pu ils ont oublié de couper. Ouais, ou alors c'était difficile. Ils ont dû couper pas mal de choses, hein, Ouais, certainement. comme d'habitude. Ouais, ils auraient pu. Mais là, ça leur a échappé, peut-être. Ouais, de toute façon, c'est à l'accoutumée de Tebboune, il est dans les approximations, hein, donc plus il est déconnecté de la population. Donc si on parle en profondeur du pouvoir d'achat, quand on parle du pouvoir d'achat, il y a les salaires, il y a les subventions, il y a tout ça il y a l'inflation aussi. Et là, le pouvoir algérien l'a toujours fait, il s'y prend toujours de la mauvaise manière. Bon, la mauvaise manière, mais d'une manière exprès. C'est-à-dire qu'il n'a jamais voulu justement promouvoir la production nationale. C'est parce qu'il faut qu'il fasse des Algériens, c'est-à-dire des assistés. Donc c'est lui qui promeut en réalité. Il le dit, hein, nous vous assistons. Nous vous assistons. Vous vous plaignez que le salaire soit de 60 euros, ouais. mais vous oubliez qu'on vous assiste. On vous assiste. C'est incroyable. Vous savez, il subventionne. On vous fait de l'aumône. Oui, c'est exactement ce qu'on a compris. Et si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas content. Ah bah, vous n'êtes pas content. Exactement. C'est que le pouvoir algérien a toujours fait en sorte à ce que le peuple algérien, le quémonde, le peuple algérien, c'est-à-dire c'est de l'aumône, comme vous le dites. Alors que normalement, on est en des pouvoirs qui se respectent, les gouvernements qui se respectent. C'est-à-dire qu'ils auraient dû s'y prendre autrement, de créer de l'emploi, de faire, c'est-à-dire une certaine politique juste des salaires, c'est-à-dire pour que les gens vivent de leur salaire dignement, au lieu d'attendre la subvention de l'État. Et là, je reviens sur les subventions, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une hécatombe dans les comptes publics qui se passent depuis 62. Des subventions qui vont généralement dans les poches des plus... Exactement. Le sucre qui est subventionné, qui va dans blé. les usines de chocolat et de limonade. Et ça ne va pas dans les poches des pauvres. C'est pareil pour presque tous les autres produits. Vous savez, aujourd'hui, on subventionne les mariages en Algérie. Parce que nous, on ne subventionne pas les catégories les plus démunis. On subventionne les produits. Et quand on subventionne les produits, c'est comme on subventionne le plus démuni, on subventionne le plus riche. C'est-à-dire que en même temps, vous, avec votre 4x4, je ne sais pas moi, à 2 milliards, et vous payez l'essence au même prix comme celui qui voyage en autocar. Un taxieur ou celui qui voyage en autocar. Donc, en fait, il y a cette politique de non-ciblage de la subvention. Donc, tout le monde est aujourd'hui subventionné. Et quand on parle de l'inflation, elle est erronée, les chiffres sont erronés. On ne pourra jamais avoir c'est-à-dire le bon chiffre de l'inflation dans la... Comme le bon chiffre du chômage. Voilà, mais là c'est beaucoup plus ou beaucoup pire que la réalité, parce que là, quand on parle de l'inflation, c'est-à-dire on a un panier de produits subventionnés, c'est-à-dire le panier des produits les plus élémentaires, les plus stratégiques, alors qu'une partie de ces produits, ils sont déjà subventionnés par l'État. Donc en réalité, ils ne reflètent pas leur véritable prix pour savoir est-ce qu'il y a une inflation ou pas. Donc l'inflation dont ils parlent de 4%, ce n'est pas vrai du tout. Et on sait très bien, nous, qu'aujourd'hui... Non, là, le 4%, je crois qu'il parle du taux de croissance. Non, de taux d'inflation. Ah bon? Oui, après, il y a le taux de croissance, ça c'est un autre chiffre, mais le taux d'inflation, il est aux alentours enfin, d'après ces chiffres. 4% seulement. Alors, il a fustigé l'ère de Bouteflika, il disait que c'était à 9, et lui, l'ère de Tebboune, ils sont à 4, et je ne le pense pas, ce n'est pas vrai. Donc, il y a déjà... la réalité des prix qui sont subventionnés, qui faussent d'une manière importante les prix la véritable inflation. Et puis, quand on va en marché, on sait tous que les prix sur le marché algérien, il n'augmente pas de 1, 2, 3%. Non, c'est 100%, 200%. Exactement ça, Djamaldine. C'est que le prix de la patate aujourd'hui, vous l'avez à 100 dinars, le lendemain, vous l'avez à 150 dinars. Donc, il n'y a pas, c'est une augmentation généralement à 2 chiffres. Donc, et ça, on le constate dans la vraie vie. Mais pour ce qui est du côté politique de son discours, par exemple, quand il nous parle du dialogue, quand il nous parle de la démocratie participative, dans un pays où il n'y a ni démocratie, ni participation, autrement que par la fraude électorale. Quel est votre sentiment sur une petite, si vous me permettez, 30 secondes, je vais juste finir sur le rapport. Vous avez parlé de l'ONS et notre ami Rafiq, on a tellement parlé, donc je vous épargne un peu le détail. Alors,
juste pour expliquer un peu les ruptures de stock, la déstabilisation des approvisionnements, ça s'explique par une administration de l'économie algérienne. Et là, il y a la fameuse décision de Rzig il y a ce qu'on appelle un tableau Excel pour un peu obliger aux opérateurs de déclarer c'est-à-dire leur consommation prévisionnelle et tout. Donc en réalité, c'est une entrave administrative pour les opérateurs économiques, ce qui a engendré donc des retards des approvisionnements dans la chaîne d'approvisionnement, dans la chaîne de production. Donc c'est ce qui a engendré d'ailleurs le désarroi de nombreux opérateurs économiques, y compris les opérateurs du pouvoir, donc qui ont justement soulevé au président. Elle a essayé de suspendre un peu cette décision. Et donc, c'est des décisions administratives. Après, il faut savoir une chose, c'est que pour des véritables... vous parliez tout à l'heure des solutions structurelles. Les véritables solutions, c'est-à-dire profondes, nécessitent des mesures drastiques qui vont faire, excusez-moi du terme, pleurer l'économie, la population. C'est-à-dire qu'il nous faut des mesures drastiques pour sortir de ce modèle des sacrifices nécessaires. Or que le pouvoir ne le fera jamais. Je vous donne la démagogie. Je vous donne un exemple très concret. Vous savez, le dernier Aïd el-Kbir qui est passé, ils ont recouru à l'importation de, je sais pas, ils ont dit 1 million de moutons, un truc comme ça, de têtes. Et juste ça, c'est-à-dire qu'au lieu d'encourager la production du cheptel algérien, donc il a recouru à l'importation. Donc ça, c'est-à-dire justement pour éviter le désaveu de la population. Donc il y a toujours des décisions... Il l'avait fait parce que le roi du Maroc avait annoncé qu'il demandait à sa population de ne pas sacrifier. Alors lui, pour montrer que... Alors non seulement on sacrifie, on va importer, il a dit combien 1 million, je ne sais plus. 2 millions, un truc comme ça. Finalement, il a rapporté. Au détriment de l'économie nationale, absolument, des opérateurs économiques. Et une opération qui n'a pas réussi. Exactement. Donc, juste un aperçu de la mentalité de ce pouvoir. Après, sur le politique, pour être rapide. Rapidement, parce qu'on vraiment... Alors, vous avez posé une question très importante, c'est que il a parlé du volet politique, il a dit comme quoi il allait dialoguer avec les partis politiques, mais une fois que la loi électorale, le code électoral et le code sur les partis sont passés au Parlement. Ça veut dire qu'il invite les partis politiques, normalement partis politiques, tu l'invites pour décider... Surtout que ça le concerne, ça va réorganiser son domaine. Donc, une fois qu'on a décidé sur ton sort, je t'invite pour discuter pourquoi alors. Pour discuter, c'est décidé. Exactement. Et il y a une chose aussi importante sur le volet politique, c'est qu'il a parlé, il a approuvé, c'est-à-dire le code, la loi pour la déchéance de la nationalité et la loi sur la criminalisation il l'a approuvé, même s'il a dit que c'était une proposition parlementaire qui est passée par le Parlement, mais en réalité on sait très bien... Un député qui oserait proposer un tel projet. Alors qu'il a rencontré des résistances sous l'ère de Bouteflika, justement la loi sur la criminalisation, donc certainement il l'a approuvé, ça veut dire que c'est lui qui l'a fait passer. Donc, voilà. Je suis désolé de vous interrompre. Rafiq Bouhlel, nous avons débordé sur le temps mais je vais vous laisser 2 minutes et je prie mes confrères de m'excuser d'avoir encore débordé sur leur programme. 2 minutes pour nous dire votre sentiment sur l'aspect politique de ce discours. Politique, si on ose dire. L'aspect politique, c'est comme l'aspect économique, désastreux, comme l'aspect social, il est désastreux. On a la privation des libertés politiques, de la société civile. On a marginalisé les opposants. Depuis l'arrivée de Tebboune, le nombre des personnes interdites de sortir du territoire ou interdites de rentrer sur le territoire a explosé. Il y a des chiffres informels qui disent 6 000 Algériens sont inscrits sur une liste noire car ils osent parler. Donc, on a vraiment un régime qui va aller vers le même schéma de Bouteflika, à savoir introniser Abdelmajid Tebboune comme roi de l'Algérie à travers une modification de la Constitution qui est illégale et non constitutionnelle afin qu'il puisse mourir au pouvoir et ne pas rendre des comptes au peuple. Et je pense qu'avant la fin
de son mandat, ça va être une catastrophe pour le peuple algérien et qu'il doit s'attendre aux 2-3 années à venir qui vont être extrêmement dures, malheureusement dû à ce pouvoir dictatorial. Et la seule solution pour s'en sortir, c'est un changement radical, à savoir يتنحاو كاع. Merci Rafiq Bohlal. Azwa, vous vouliez dire un dernier mot? Juste un dernier mot, c'est-à-dire en cette occasion de fin d'année, je souhaite une bonne année à tout le monde, aux Algériens, à toute l'humanité. Je vous souhaite une très bonne fin d'année et bonne année 2026. J'espère qu'elle sera pleine de bonheur et de joie et surtout pour les détenus d'opinion et leurs familles qui passent des moments très très difficiles. Rafiq Bohlal, peut-être voulez-vous à votre tour souhaiter une bonne année à nos compatriotes, à tous ceux qui Absolument, nous je souhaite une bonne année à tout le peuple algérien, une bonne année à toutes les familles des détenus d'opinion. Soyez courageux et soyons forts pour affronter les difficultés à venir. Et encore une fois, de la santé, de l'amour, de la prospérité et de la fraternité entre les Algériens et les Algériennes à travers le monde. Merci à mon tour aussi de vous souhaiter une bonne année dans la solidarité avec les plus fragilisés, dans l'aspiration à l'avènement d'un véritable état de droit où l'Algérien pourrait enfin recouvrer sa dignité pleine et entière, sa souveraineté sur sa propre nation. Merci, bonne soirée à vous. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.